Chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre cours de fiscalité. La fois dernière, nous avons présenté le cours, l'introduction, la première partie et la deuxième partie du cours. Donc, il est question pour nous aujourd'hui de présenter les deux grandes parties restantes. Ça suppose la troisième partie qui traite de la TVA, du droit d'assises et du droit de douane. La quatrième partie qui, elle, traite l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Dans un premier temps, nous allons commencer par la TVA, qui va faire l'objet de notre section 1 ou de notre chapitre 1, tout dépend de comment vous allez structurer vos cours. La TVA fait l'objet d'un chapitre, le droit de douane peut faire l'objet d'un chapitre, et le droit d'assises également fait l'objet d'un chapitre. Nous allons donc commencer par la TVA. C'est quoi la TVA? C'est la première des questions à nous poser. On l'a défini comme étant une taxe ad valorem. Ça veut dire la TVA, c'est une taxe ad valorem. C'est défini comme étant la taxe sur la valeur ajoutée. C'est-à-dire une taxe qui est assise sur la richesse que l'entreprise a créée. Rappelez-vous à l'introduction de notre cours, nous avons établi une différence fondamentale qui est supposée exister entre les impôts directs. Les impôts directs et les impôts indirects. Nous avons par ailleurs dit qu'un impôt est qualifié de direct lorsque celui qui paye est identique à celui qui supporte. Il est qualifié d'indirect lorsque celui qui paye est différent de celui qui supporte. La TVA, par contre, c'est un impôt indirect. Ça suppose que c'est un impôt payé par une personne qui est le redevable légal et supporté par une autre personne qui est le redevable réel. Nous disons également qu'en matière de TVA, il peut arriver, bien que c'est un impôt indirect, bien que celui qui paye est différent de celui qui supporte, il peut arriver que celui qui paye est identique à celui qui supporte, uniquement dans le cas d'une livraison à soi-même, lorsque l'entreprise se fait livrer à elle-même. Ça veut dire elle est en même temps client, elle est en même temps fournisseur. Donc, voilà les notions préliminaires sur la TVA. C'est une taxe assise sur la valeur ajoutée. Et si vous faites une recherche sur la fiscalité camerounaise, vous allez vous rendre compte que la TVA a en majorité contribué, elle seule, à 75% des recettes fiscales camerounaises. C'est seulement la TVA, elle seule, couvre 75% des recettes fiscales camerounaises. Ok. Donc, il est question pour nous dans ce cours de voir comment cette taxe fonctionne. Déjà, la TVA a deux taux. Il y a un taux général de 19,25% et il y a un taux de 0% qui est assis sur les opérations d'exportation. Donc, lorsqu'une entreprise camerounaise vend son produit à l'étranger, le taux de la TVA est de 0%. Et de façon générale, c'est-à-dire au Cameroun, le taux de la TVA c'est 19,25%. Vous devez également savoir que la TVA se calcule en amont et en aval. Pourquoi? Parce que lorsque l'entreprise achète la marchandise, elle calcule ce qu'on appelle une TVA déductible ou encore une TVA sur les achats, c'est-à-dire une TVA sur achat qui est égale, tout simplement égale à l'achat hors taxe qu'on va multiplier par 19,25%. Lorsque l'entreprise va vendre sa marchandise, elle va calculer une TVA collectée ou encore une TVA facturée qui est égale aux ventes hors taxe multipliées par 19,25%. Donc, voilà le point de départ. C'est pour ça qu'on parle de l'amont et ensuite on parle de l'aval. Donc, ça se calcule en haut et en bas, comme j'ai bien l'habitude de le dire. Maintenant, la TVA que l'entreprise sera amenée à payer sera quoi? Une différence. On parlera dans ce cas d'une TVA due ou de ce qu'on appelle un crédit de TVA. Qui sera quoi? La différence entre la TVA collectée et la TVA déductible. C'est-à-dire si la différence est positive,
si en prenant la TVA sur les ventes et en enlevant la TVA sur les achats, on a une différence qui est supérieure à 0, on parle en ce moment d'une TVA due. Mais si on a une différence qui est inférieure à 0, on parle en ce moment d'un crédit. On parle en ce moment d'un crédit de TVA. Donc, voilà un peu d'emblée à quoi on va se confronter. Maintenant, il faut qu'on rappelle que la TVA, c'est un impôt assis sur la consommation. Et si vous vous souvenez, dans l'introduction, nous avons défini les différentes matières imposables au Cameroun. On avait la consommation et la dépense, on avait le revenu, on avait la fortune. Donc, la TVA est assise sur la consommation, et essentiellement sur la consommation. La TVA est également caractérisée au Cameroun par son phénomène de neutralité. Neutralité, pourquoi? Parce que la TVA n'est ni une charge pour l'entreprise et n'est également ni un produit pour cette entreprise. La raison pour laquelle, si vous feuilletez le plan comptable, vous allez vous rendre compte que le compte TVA, c'est le compte 44. Or, la charge, c'est la classe 6 et 8 impairs. Le produit, c'est la classe 7 et 8 paires. Donc, vous voyez, la TVA est logée dans le compte 44 pour démontrer qu'en réalité, c'est un impôt neutre. Ça n'affecte pas le fonctionnement de l'entreprise. L'entreprise assume seulement le rôle de redevable légal. Elle collecte auprès de vous et moi, qui sommes les derniers consommateurs, et elle s'en va reverser à l'État. L'une des caractéristiques également de la TVA, c'est son phénomène d'anesthésie fiscale. Anesthésie fiscale, dans quel sens? Dans le sens où l'État, par son pouvoir étatique, l'État a fait en sorte que tout ce que nous consommons, presque tout en guillemets, est assujetti à la TVA, mais que nous payons ça sans nous en rendre compte. C'est pour ça qu'on dit que la TVA est caractérisée par son anesthésie. C'est un impôt sans douleur, c'est un impôt indolore. C'est-à-dire nous supportons ça et nous ne sommes même pas au courant que nous supportons. Imaginez, vous allez à la boutique, vous achetez une bouteille de jus à 600 francs. Or, dans les 600 francs là, ce prix de 600 francs, c'est un prix affiché. Vous achetez, vous disparaissez. Or, dans ces 600 francs là, c'est une composante. Il y a le prix normal du jus, il y a la taxe sur la valeur ajoutée. Rendez-vous compte si on vous dit un seul instant que le prix du jus en lui-même c'est 500 et que la TVA c'est 100 francs. Donc, il y a des personnes qui ne devraient plus consommer le jus parce qu'ils vont dire qu'ils se retrouvent en train de payer une TVA de 100 francs par jus. Raison pour laquelle l'État a donc anesthésié. L'État a dit, ok, c'est un exemple pris au hasard. L'État peut dire, ok, le prix du jus c'est 600 francs, sachant que tout le monde va venir acheter et plus disparaître. Ok. Donc, et nous rappelons ici qu'il y a une TVA en amont, il y a une TVA en aval. TVA collectée, la TVA déductible. C'est la différence qui est soit reversée à l'État si elle est bien positive, soit on reporte au mois suivant si elle est négative. En ce moment, parlons du crédit de TVA. C'est la différence négative. Ok. C'est vrai, nous avons dit la TVA, elle est assise sur tout ce que nous consommons. Mais ne perdons pas de vue également qu'il y a des produits que nous consommons qui ne font pas l'objet d'une taxation à la TVA. Pourquoi? Parce que il y a des produits dont les couches, certaines couches sociales défavorisées ont essentiellement besoin pour vivre. C'est la raison pour laquelle, comme les gens du RDPC ont bien l'habitude de dire, l'État du Cameroun, le chef de l'État du Cameroun, dans sa magnanimité, a fait donc l'objet d'une exonération de certains biens. On vous parlera par exemple des produits de première nécessité, c'est-à-dire le pain. Le pain par exemple, le sucre, ce sont des produits de première nécessité. Le lait, ces produits-ci sont les consorts, les produits dont on a besoin pour vivre. Les produits de première nécessité ne font pas l'objet d'une taxation de TVA. Donc rassurez-vous, dans le pain que vous achetez, il n'y a pas de TVA. Dans le sucre que vous achetez, il n'y a pas de TVA. Dans le lait que vous achetez, il n'y a pas de TVA. Donc les produits de première nécessité ne sont pas taxés à la TVA. À côté des produits de première nécessité, on a les produits pharmaceutiques, dont les médicaments que nous achetons tous ne font pas l'objet d'une taxation à la TVA. Les factures d'hôpitaux ne font pas également l'objet d'une taxation à la TVA. Donc, vous ne pouvez pas aller dormir à l'hôpital pendant une semaine et le jour où vous sortez, on vous sort une facture, on vous dit le montant que vous allez payer c'est 500 000 et la TVA tel montant total. Non, jamais. Il n'y a pas ça, ça n'existe pas en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Les produits pharmaceutiques également ne sont pas taxés. Nous avons également ce qu'on appelle, ce que la loi des finances 2021 a fait, 2020, depuis 2020 a fait mention. Et nous avons l'eau.
l'eau à la hauteur de 20 mètres cubes n'est pas taxée à la TVA. Nous avons l'électricité également à la hauteur de 220 kW ne fait pas l'objet d'une taxation à la TVA. Donc rassurez-vous, vous pouvez consommer, vous pouvez avoir une consommation d'eau à moins de 20 mètres cubes, vous ne subissez pas de TVA. Mais si vous allez au-dessus, vous allez payer une TVA sur la fraction supplémentaire. Pareil avec l'électricité. Et vous devez également savoir que il y a également les débours de rembourser aux commissionnaires qui ne font pas l'objet d'une taxation à la TVA. Si vous voulez approfondir vos notions en termes de produits taxables ou non taxables, il faut aller lire l'article 128 du Code général des impôts. Il y a tout un listing de biens imposables ou non en matière de taxes sur la valeur ajoutée. Donc vous vous rendez compte que ça va devenir un peu compliqué parce que imaginez-vous que si une entreprise commercialise à la fois les produits qui sont taxables et à la fois les produits qui ne sont pas taxables, qu'est-ce que la TVA va en devenir? Donc ça devient compliqué dans le sens où on sait qu'il y a une seule comptabilité qui est tenue par l'entreprise. Comment est-ce qu'on est en mesure de repérer que le chiffre d'affaires, si la vente ici n'est pas imposable, le total des ventes, imaginez-vous si on vend à la fois le pain et on vend les produits mobiliers. On sait que les produits mobiliers sont taxables, le pain n'est pas taxable et qu'à la fois on a un chiffre d'affaires de 100 millions. Comment savoir qu'on va pas calculer la TVA sur les 100 millions? Ça pose réellement un problème. C'est la raison pour laquelle le Code général des impôts est venu lever le verrou avec les articles 147 et les articles 148. Si vous regardez l'article 147 et l'article 148 du Code général des impôts, c'est-à-dire le CGI 2022 qui est le plus récent, le CGI 2022 qui est le plus récent. Vous allez vous rendre compte que chez les étudiants que, à l'article 147, il est mentionné que lorsqu'une entreprise réalise à la fois les opérations imposables et les opérations non imposables, cette entreprise a l'obligation de séparer sa comptabilité. Logiquement, parce qu'il faut qu'on soit en mesure de dire, voilà ce qu'elle a réalisé sur les opérations qui donnent droit à la perception de la TVA. Voilà ce qu'elle a réalisé sur les opérations qui ne donnent pas droit à la perception de la TVA. Donc, lorsqu'une entreprise réalise à la fois les opérations taxables et les opérations non taxables, elle a donc l'obligation de présenter une comptabilité séparée par secteur d'activité. Ok, maintenant, dans l'hypothèse où on ne le fait pas, l'entreprise ne sépare pas sa comptabilité, qu'est-ce que la TVA va en devenir? Raison pour laquelle l'article 148 est mis en exergue. Que dit l'article 148? L'article 148, dans l'hypothèse où la comptabilité n'a pas été séparée, on est donc obligé de calculer ce qu'on appelle un prorata. Si le contribuable n'a pas séparé sa comptabilité, on sera donc obligé de calculer ce qu'on appelle un prorata. Et le prorata, on en distingue deux. On a ce qu'on appelle un prorata provisoire ou encore provisionnel et on a un prorata définitif. Voilà les deux types de prorata que nous avons. Un prorata provisoire ou provisionnel et un prorata définitif. Provisoire, pourquoi? Parce qu'il se calcule à partir du chiffre d'affaires hors taxe de l'année antérieure, donc de l'année N-1. Définitif, pourquoi? Parce qu'il se calcule sur le chiffre d'affaires hors taxe de l'année en question. Donc voilà la différence fondamentale. Mais vous verrez avec moi que le prorata définitif de l'année N va se calculer le chiffre d'affaires de l'année N. Le prorata provisoire de l'année N plus 1 va se calculer le chiffre d'affaires de l'année N. Donc on conclut en disant que le prorata définitif d'une année est le prorata provisoire de l'année suivante. Et vous devez également savoir que le prorata a une formule. La formule du prorata égale, on prend le chiffre d'affaires des opérations ouvrant droit au champ de la TVA, c'est-à-dire les opérations taxables, plus le chiffre d'affaires hors taxe des exportations, on ajoute le chiffre d'affaires hors taxe des exonérations par destination. On divise par le chiffre d'affaires hors taxe global. Comme c'est un pourcentage, on est obligé de le multiplier par 100 pour l'exprimer en pourcentage. Vous devez également savoir que ce prorata s'applique sur la TVA déductible. Ça veut dire quoi? Une fois qu'on a le prorata, la formule va changer. La TVA due ou le crédit de TVA sera maintenant égal à quoi? À la TVA collectée moins la TVA déductible qu'on va donc multiplier par le taux de prorata. Le prorata s'applique sur la TVA déductible. Et maintenant,
Pour même être appliqué, il faudrait qu'il soit supérieur ou égal à 10%. Si le prorata est inférieur à 10%, il n'est pas applicable. Donc, on l'applique si et seulement si il est supérieur ou égal à 10%. Donc, s'il est inférieur à 10%, toutes les opérations sont, on suppose qu'aucune opération ne donne droit à la déduction de la TVA. Par conséquent, la TVA due sera égale à la TVA collectée. Donc, voilà. Donc voilà l'analyse des articles 147, 148. Tout ça parce qu'on passe de l'article 128. Il y a des biens qui sont imposables, il y a des biens qui ne sont pas imposables. Or, comme il y a des biens qui sont imposables, certains ne sont pas imposables, que dit donc le droit fiscal? Article 147, séparer la comptabilité par secteur d'activité. Si vous l'avez fait, il n'y a pas de problème. On va calculer la TVA avec les éléments qui sont imposables. Si vous n'avez pas fait, vous n'avez pas séparé la comptabilité, on passe donc à quoi? Au prorata de déduction. On l'appelle un prorata de déduction. Nous avons deux types de prorata. Un qui est qualifié de provisoire, un autre qui est qualifié de définitif. Provisoire, pourquoi? Parce que c'est calculé à partir du chiffre d'affaires de l'année antérieure. Définitif, pourquoi? Parce que c'est calculé sur la base du chiffre d'affaires de l'année en question. Le prorata a une formule, au numérateur, on a le chiffre d'affaires au tas des opérations taxables, plus le chiffre d'affaires des exportations, plus le chiffre d'affaires des exonérations par destination. On divise par un chiffre d'affaires au tas global, on multiplie par 100 pour l'exprimer en pourcentage. Maintenant, la TVA due ou le crédit de TVA égale à la TVA collectée moins la TVA déductible, qu'on va multiplier par quoi? Par un taux de prorata. Et on dit pour appliquer le prorata, il faudrait qu'il soit supérieur à 10%. Et il est appliqué sur quoi? Sur la TVA déductible. Ok. Mais maintenant, quand nous allons évoluer avec le cours, nous parlerons de ce qu'on va appeler la TVA sur les biens d'occasion. Même les biens d'occasion également sont imposables à la TVA. C'est l'article 145 du Code général des impôts. Si vous allez fouiller à l'article 145 du CGI, vous allez vous rendre compte que il y a un article là-bas qu'on appelle l'article 145 dans le CGI. Cet article dit quoi? Lorsque c'est un bien acheté par l'entreprise, on fait l'objet d'une déduction de la TVA. Si le bien est cédé avant la fin de la 4e année, il est dû une TVA égale à 1/5 par année restante. Une année commencée étant comptée pour une année terminée. C'est ça l'article 145. Ça veut dire quoi? L'interprétation de cet article, c'est quoi? Si j'achète une immobilisation en date de 2022, j'ai l'obligation de vendre cette immobilisation 5 ans après. Au cas contraire, si je ne vends pas 5 ans après, si je vends moins de 5 ans avant, je suis obligé de régulariser 1/5 par année restante. On sera donc obligé de calculer ce qu'on va appeler une TVA à régulariser. Et cette TVA à régulariser égale, on va prendre la TVA déductible, on va la multiplier par X, parce que je ne connais pas encore, on va diviser par 5. X5, pourquoi? Parce que je ne connais pas encore la fraction à régulariser. Et cette fraction à régulariser fonctionne. Je prends un exemple. Si j'ai acheté par exemple le bien le 3 janvier 2020 et que je l'ai cédé le 31 décembre 2022, je vais aller du 3 janvier au 31/12 2020, ça va faire un an. Je vais aller du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, ça va faire un an. Je vais aller du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, ça va encore faire un autre un an. Donc, j'aurai un total de combien? 3 ans. Or, j'ai cédé moins de 5 ans après l'achat. Donc, je fais 5 moins 3 égale à 2. Je multiplie par 1/5. Voilà ici qu'on aura donc combien? 2/5 à régulariser sur la TVA du bien acheté. Donc, mon X sera 2. Je vais diviser par 5. Maintenant, on dit une année commencée tant qu'on est pour une année terminée. Donc, si j'avais même acheté le 1er juin ou le 1er mars, au lieu d'avoir un nombre de mois ici, j'aurai un an parce qu'une année commencée en matière de calcul ici de la TVA régularisée comptée pour une année terminée. Et comptée pour une année terminée. Et en calculant une TVA à régulariser, notre formule va encore être modifiée. TVA du crédit, TVA sera égale à TVA collectée, moins la TVA déductive fois le taux du prorata, plus ou moins la TVA à régulariser. Plus ou moins la TVA à régulariser. Donc la formule, elle est modifiée au fur et à mesure.
jusqu'à caler la formule définitive. Maintenant, chers étudiants, on va parler ici de la notion du crédit de TVA. Parce que c'est une notion très importante en matière de TVA. C'est quoi le crédit de TVA? Le crédit de TVA, on a dit, il apparaît parce que la différence entre la TVA collectée et la TVA déductible est négative. Et sur le plan fiscal, on a deux types de crédits. On a ce qu'on appelle le crédit exceptionnel en matière de TVA. Il est exceptionnel, pourquoi? Parce qu'il ne survient pas chaque jour. Il peut arriver qu'il y ait crédit de TVA comme il peut arriver qu'il n'y ait pas crédit de TVA. Donc, raison pour laquelle on parle d'un crédit comment? Exceptionnel. Après le crédit exceptionnel, nous avons celui qu'on appelle le crédit chronique. Il est chronique. Chronique, pourquoi? Parce que c'est celui qui est là chaque temps. À chaque fois que vous avez un crédit de TVA, il se répète. On dit donc que le crédit est comment? Il est devenu chronique. C'est quoi la conséquence fiscale de ce crédit? C'est qu'il est reporté au mois suivant. Le crédit exceptionnel est reporté au mois suivant. Il peut survenir tout simplement parce qu'au cours d'un mois, la TVA déductible était plus élevée que la TVA collectée. Peut-être l'entreprise a voulu profiter des avantages qu'offre un fournisseur et cette entreprise a beaucoup acheté qu'elle a vendu. Donc la formule doit être perturbée. TVA due ou crédit TVA. Lorsqu'on a un crédit exceptionnel, on fait moins le crédit de TVA du mois antérieur, du mois N-1. Or, le crédit chronique, c'est celui qui est permanent dans l'entreprise. Pourquoi? Parce que si vous avez fait une entreprise qui passe son temps à vendre à l'étranger, le taux de la TVA à l'exportation, c'est 0%. C'est-à-dire, toutes les ventes vont se calculer à 0%. Ça fait en sorte qu'elle sera toujours en crédit de TVA. Donc, on a deux éléments. Soit c'est l'exportation qui peut nous mettre en crédit de TVA, soit également, c'est quoi? C'est la retenue à la source effectuée par un client ou par un fournisseur. Or, la conséquence de ce crédit, c'est qu'il est remboursé. Sa conséquence fiscale est qu'il est remboursé selon les modalités de remboursement. Il faut bien le préciser. OK. Maintenant, on a parlé de la notion de crédit de TVA. La dernière notion en matière de TVA, c'est la retenue à la source. La retenue à la source, c'est quoi? Elle se définit de façon simple comme étant le mécanisme par lequel l'État donne l'autorisation à quelqu'un ou à une tierce personne, à une entreprise, de prélever l'impôt, c'est-à-dire de se comporter comme lui, l'État. C'est-à-dire l'État donne la possibilité à quelqu'un, le mécanisme par lequel l'État donne l'autorisation à quelqu'un de se comporter comme l'État, c'est-à-dire de prélever l'impôt, de garder l'impôt qui lui sera reversé plus tard. Donc, quand vous connaissez la retenue à la source, elle peut être effectuée par un client ou par le fournisseur. La formule ici vient encore être perturbée, plus ou moins retenue à la source. Vous voyez donc la formule complète de la TVA due du crédit de TVA, c'est quoi? TVA collectée moins la TVA déductible fois le taux de prorata, plus ou moins la TVA régularisée, moins le crédit de TVA N-1, plus ou moins la retenue à la source. Vous voyez que cette formule complète a été obtenue après avoir analysé élément par élément. Nous savons quand est-ce que le prorata peut intervenir. S'il n'est pas là, si le prorata n'est pas là, on le fait sauter. Nous savons quand est-ce que la TVA régularisée peut intervenir. Si elle n'est pas là, on fait sauter. Quand est-ce que le crédit de TVA peut intervenir, connaissance. S'il n'est pas là, on fait sauter. Ainsi de suite. Maintenant, nous allons boucler ce chapitre sur la TVA en parlant des sanctions en matière fiscale. On ne saurait finir sans parler de ça. Les sanctions en matière de TVA. Déjà, vous devez savoir que la TVA obéit à ce qu'on appelle une déclaration mensuelle. La TVA obéit à une déclaration mensuelle. Et cette déclaration mensuelle se fait au plus tard le 15 du mois suivant. Au plus tard le 15 du mois suivant, vous avez l'obligation de déclarer la TVA. Et vous devez savoir également, même si l'entreprise n'a réalisé aucune opération qui donne droit au paiement de la TVA, elle a l'obligation de faire une déclaration, mais la déclaration va porter la mention néant. Donc elle a l'obligation d'en faire une déclaration, mais la déclaration portera ce qu'on appelle la mention néant de façon obligatoire. Vous devez également savoir, chers étudiants, que l'absence de déclaration de la TVA, c'est-à-dire lorsqu'une entreprise n'a réalisé aucune opération donnant droit à la taxation à la TVA et qu'elle n'a pas souscrit à une déclaration néant, elle a donc l'obligation de payer une pénalité de combien? De 100 000 francs. Et la déclaration tardive, lorsque vous déclarez après le 15, vous êtes soumis aux pénalités d'intérêt de retard
1,5% par mois de retard avec un plafond de 50%. Donc, voilà ainsi un balayage assez bref sur la notion de la taxe sur la valeur ajoutée. Et de plus en plus dans les exercices vont varier en fonction des différents cas que nous avons évoqués là. Vous voyez, nous avons parlé du prorata, nous avons parlé de la TVA régularisée, nous avons parlé du crédit des TVA, nous avons parlé de la retenue à la source, nous avons parlé de la TVA en amont et en aval. Donc, les exercices vont varier en fonction de ces cas. Pour tout simplement dire qu'un étudiant qui a suffisamment bien compris ce qui a été expliqué ici, là, est en mesure de traiter par lui-même les cas pratiques, tout en maîtrisant les formules de base de calcul de la taxe sur la valeur ajoutée. Mais la taxe sur la valeur ajoutée ne va pas s'arrêter. Elle va continuer, même au niveau du droit de douane, elle va continuer à poursuivre le droit de douane. Parce qu'on dit que c'est un impôt sur la consommation. Dès que vous consommez, cet impôt se présente pour les biens qui sont soumis à l'exigence de quoi? De la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée. Puisque nous disons à l'article 128 qu'il y a des biens qui ne supportent pas la TVA. Il faut donc aller les exposer. Nous avons parlé des produits pharmaceutiques, des produits de première nécessité, de l'eau à la hauteur de 20 mètres cubes, l'électricité à la hauteur de 220. Nous avons parlé des débouts de remboursement aux commissionnaires. Et concernant l'exonération par destination n'est tout simplement que une exonération en fonction de la destination du bien. Je prends l'exemple, les biens achetés par des autorités consulaires ou diplomatiques font l'objet d'une exonération de TVA, à condition que dans le même pays, que l'État du Cameroun soit également exonéré. Un exemple simple. Si l'ambassade du Tchad au Cameroun est exonérée, ou le consulat du Tchad est exonéré du paiement de la TVA pour les biens acquis au Cameroun, il faudrait également que le pays du Tchad nous exonère également là-bas pour notre consul ou bien notre ambassade qui est située là-bas dans l'acquisition également des biens mobiliers. C'est la raison pour laquelle à l'introduction nous avons dit la convention est une source du droit fiscal. La convention, c'est quoi? Ce n'est qu'un accord entre deux parties. Les deux parties se mettent en accord. Il y a également il y a plusieurs conventions fiscales qui existent en matière de taxes sur la valeur ajoutée. Quand vous voyez par exemple les billets de voyage qui se vendent à Boeing, Ethiopian Airlines, quand vous voyez Ethiopian Airlines, tout ça est taxé à la TVA. Mais maintenant, il y a une convention qui existe entre le Cameroun et l'Éthiopie. Il y a une convention qui est entre le Cameroun et l'Algérie, et ainsi de suite. Donc, c'est la fiscalité un peu plus poussée. Que vous aurez le temps d'en découvrir si vous faites votre parcours dans le domaine de la fiscalité.